Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Monde aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Tout d'abord, les titres. Après le Sénégal et l'Angola, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé ce matin en Éthiopie. On reviendra dans ce journal sur son escale à Dakar, où la question de la réduction au nom de la présence militaire en Afrique a été abordée. Où en est-on avec le coronavirus Covid-19 ? 1770 morts selon le dernier bilan. Nous ferons le point sur l'évolution de l'épidémie sur le continent africain, notamment. Bonsoir. C'est un drame de plus que le Burkina Faso a vécu hier dimanche. Au moins 24 personnes ont été tuées et 18 blessés lors de l'attaque d'une église dans le nord du pays. Cette tuerie attribuée à des djihadistes s'est déroulée lors d'un culte dominical dans le village de Panzi, dans la province de Yaga. Cette multiplication des attaques inquiète les Burkinabés. Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou, a recueilli quelques-uns de leurs commentaires. Cette fois-ci, c'est une église qui a été la cible des terroristes. En plus des victimes civiles, le pasteur y a également trouvé la mort. On compte près de 18 blessés. Dans la capitale, c'est un sentiment d'impuissance qui s'installe. Les populations réclament une solution, quel qu'en soit le prix. Le gouvernement peut collaborer avec les terroristes afin de remédier au terrorisme. Qu'est-ce qui pousse ces gens-là à tuer des gens qui n'ont rien à voir dans la politique? Mais les solutions qu'on peut proposer, bon, peut-être essayer de discuter avec ces gens-là et puis voilà, voir est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait attaque dans les 4 coins du Burkina Faso, particulièrement au Sahel. Donc à ce moment, je peux dire que le gouvernement doit prendre ses dispositions en mettant les moyens aux forces de sécurité et de défense afin de venir à bout de leur mission. Mais selon les analystes, il y a une certaine montée en puissance des forces de sécurité. Cependant, la cible des attaques a changé. Aujourd'hui, la cible a changé, on peut le dire pratiquement, parce que depuis un certain temps, on a vu que soit c'est des lieux de culte qui sont attaqués, soit c'est des religieux, notamment des pasteurs, des prêtres qui sont enlevés. Il y a 4 jours, 6 personnes ont été tuées dans cette même localité, le Yaga, par les terroristes. Ils ont fait irruption dans la ville de Seba et procédé à des enlèvements. Depuis fin 2015, les attaques ont fait au Burkina au moins 600 morts selon les autorités. Le gouvernement dit tout mettre en œuvre pour arriver à bout du fléau. Mais vu la violence des dernières attaques, les populations ont du mal à en voir les fruits. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Drame également au Niger. Une vingtaine de personnes sont mortes et plusieurs autres blessées lundi dans une bousculade au cours d'une distribution de vivres et d'argent, soit 15 € par personne, à des réfugiés déplacés à Difa dans le sud-est du Niger. C'est ce qu'indiquent des sources médicales et humanitaires. Des milliers de personnes, en majorité des réfugiés, avaient appris la nouvelle de la distribution et ont quitté leur camp situé parfois à une centaine de kilomètres pour venir à Difa, a expliqué un habitant. L'aide était offerte par Babagana Oumara Zulum, gouverneur de l'État nigérian de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Et au Cameroun, des hommes armés ont tué vendredi 22 civils, dont 14 enfants et des femmes. Le drame s'est déroulé dans le village de Ntumbo, au nord-ouest du pays. L'ONU, l'opposition et des ONG locales ont accusé le gouvernement et les militaires
d'être responsable. Dans un communiqué, le porte-parole de l'armée, le colonel Cyril Atonfa Guémo, a formellement démenti ces allégations qu'il qualifie de mensongères. Pour lui, il s'agit, selon une enquête de l'armée, d'un malheureux accident, en l'occurrence l'explosion de carburant après des échanges de tirs survenus entre l'armée et les rebelles séparatistes. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo effectue sa première visite en Afrique subsaharienne 2 ans après sa nomination. Une tournée entamée au Sénégal afin de renforcer les liens de sécurité et la coopération économique entre les deux pays. M. Pompeo a d'ailleurs qualifié le Sénégal d'ancre de la démocratie et de pilier de la sécurité de l'Afrique de l'Ouest. Plus de détails avec Blanche Sano. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le président sénégalais Macky Sall ont principalement échangé sur la question des 106 millions de dollars d'aide à la sécurité que Washington a promis depuis 2014, ainsi que sur la réduction attendue des forces américaines en Afrique. Par ailleurs, le diplomate en chef n'a pas manqué de souligner au cours des discussions que le Sénégal est l'un des amis les plus proches des États-Unis. C'est le début de mon premier voyage en Afrique subsaharienne en tant que secrétaire d'État. Il n'y avait pas de meilleur endroit pour commencer cette tournée au Sénégal, une démocratie riche en culture et en histoire. Les États-Unis sont fiers de compter le Sénégal comme un de leurs amis les plus proches sur le continent. La croissance économique, le commerce et l'investissement dans un continent dont la population devrait doubler d'ici 2050, mais aussi des préoccupations en matière de sécurité étaient à l'ordre du jour. Nous avons eu beaucoup de conversations sur les problèmes de sécurité ici. Nous avons dit clairement que le ministère de la Défense se tournait vers l'Afrique de l'Ouest pour nous assurer que nos niveaux de force étaient corrects. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Amadou Ba, a déclaré que la visite de M. Pompeo est l'occasion de solliciter une présence militaire américaine, notamment dans les domaines de la formation et du renseignement. Nous avons les hommes qu'il faut. Il nous manque certainement des informations. Il nous manque certainement des équipements. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a quitté le Sénégal lundi et poursuit sa tournée africaine en Angola et en Éthiopie. En République démocratique du Congo, au moins 14 personnes ont été tuées selon le ministre de la Santé et plus de 30 blessés dimanche à Kinshasa dans la spectaculaire collision d'un camion qui a percuté d'autres véhicules et fauché des passants à la suite d'un problème de frein selon un nouveau bilan. Une panne de frein est donc à l'origine de l'accident selon plusieurs sources. Le chauffeur d'un camion-benz a perdu le contrôle de son véhicule quand il descendait une rue près du campus de l'université de Kinshasa. Le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakondé, a envisagé des mesures préventives pour éviter des excès de vitesse sur cette rue en pente entre l'université et un croisement très fréquenté. Ici aux États-Unis, le milliardaire Michael Bloomberg est devenu dimanche la cible principale des autres candidats aux primaires démocrates, notamment ceux cherchant comme lui à rallier les électeurs modérés avant une semaine cruciale pour la nomination du futur adversaire de Donald Trump. La course à l'investiture du Parti démocrate est donc bien lancée, mais son issue reste incertaine. En tête dans les sondages, 2 candidats, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, et l'ancien maire de South Bend, dans l'Indiana, Pete Buttigieg. Sanders, candidat progressiste, va devoir relever un défi de taille puisqu'il fait face à des adversaires modérés. Et selon les experts, ces primaires vont être très longues. Jim Malone s'est penché sur le sujet. Le récit est de Dili Diko. C'est le grand bénéficiaire des primaires du New Hampshire. Depuis, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, surfe sur la vague du succès. Cette victoire est le début de la fin pour Donald Trump. Sanders compte sur des électeurs comme Pat Delzell, progressiste et engagé. Bernie Sanders est le candidat dont les mots résonnent à la fois dans mon cœur et mon âme. Juste derrière Sanders, Pete Buttigieg et Amy Klobuchar. Arrivés second et troisième lors des primaires du New Hampshire, ils comptent sur un électorat modéré comme Seth Window. Je suis à la recherche d'un candidat pouvant affronter Donald Trump et j'ai l'impression qu'Amy Klobuchar a démontré son aptitude à le faire lors du débat. Selon Julie Pace, ce schisme entre progressistes et modérés va jouer dans le dénouement des primaires démocrates.
Klobuchar et Buttigieg sont tous les deux modérés et cela suggère qu'il y a un grand pourcentage de l'électorat, du moins celui du New Hampshire, qui penche vers un candidat modéré. L'ancien maire de New York et milliardaire Michael Bloomberg a grimpé dans les sondages grâce en partie aux publicités télévisées. Il devrait être candidat aux primaires dès le mois prochain. Je suis celui qui peut battre Donald Trump et je pense que la chose la plus importante pour ce pays est de changer le locataire de la Maison-Blanche. Mais Sanders envoie déjà des pics à Bloomberg. À ce stade de la campagne, nous affrontons les milliardaires et les candidats financés par des milliardaires. 14 États organiseront des primaires lors du Super Tuesday le mardi 3 mars. Pour l'instant, le camp démocrate se concentre sur les 2 prochaines primaires du mois de février, le caucus du Nevada et la primaire de la Caroline du Sud. Des ressortissants américains évacués du paquebot Diamond Princess, des centaines de croisiéristes recherchés après leur débarquement au Cambodge, un premier cas en Afrique. Ce sont là les derniers développements de la propagation du coronavirus Covid-19 dans le monde. Le dernier bilan fait état de 1770 morts en Chine continentale depuis l'apparition de la pneumonie virale en décembre dernier. Compte rendu, Jacques Aristide. L'épidémie maintient le monde en alerte avec près de 800 cas de contamination confirmés ce lundi dans une trentaine de pays hors de Chine continentale, dont un premier sur le continent africain, en Égypte précisément. La personne non égyptienne est en quarantaine. En Afrique de l'Ouest, où aucun cas n'a encore été détecté, les pays du bloc régional de la CEDEAO viennent de décider à Bamako de renforcer leur coopération. Aujourd'hui, on part d'ici vraiment satisfait parce que nous allons développer des plans, bien sûr, de réponse nationale qui existent dans plusieurs cas déjà. Ailleurs sur la planète, les efforts se poursuivent pour endiguer la propagation. Quelques 300 Américains du paquebot contaminé par le coronavirus au large du Japon ont été évacués aujourd'hui. Un premier avion a atterri en Californie. Parmi eux figurent 14 cas positifs. Les rapatriés devront observer une quarantaine. Mais c'est un autre navire de croisière américain qui amplifie les craintes de propagation à l'international. Des centaines de passagers du West Dam ont été autorisés à débarquer la semaine dernière au Cambodge, alors qu'une Américaine de 83 ans, qui était également à bord, a été testée positive. L'opérateur américain du navire continue de traquer les voyageurs, désormais éparpillés au Cambodge. Un célèbre chanteur rwandais dont la musique a été interdite par le pouvoir est mort dans sa cellule. La police a indiqué que Kizito Mihigo s'est suicidé. Kizito, qui a survécu au génocide au Rwanda et dont les chansons provoquaient la colère du gouvernement du président Paul Kagame, a été retrouvé mort dans sa cellule vers 5 heures locales, soit 3 heures GMT. Il a été arrêté il y a 3 jours pour avoir tenté de traverser la frontière sud du Rwanda vers le Burundi. Mihigo avait été condamné à une peine de 10 ans de prison en 2015 pour conspiration contre le gouvernement avant d'être remis en liberté. Le conflit dans le nord-ouest de la Syrie a atteint un niveau horrifiant et provoqué la fuite de 900 000 personnes depuis le début de l'offensive du régime en décembre. C'est ce que dénonce ce lundi le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires humanitaires. Le précédent bilan communiqué jeudi dernier par l'ONU était de 800 000 déplacés. Par ailleurs, à la Maison-Blanche, Donald Trump a demandé à la Russie de cesser de soutenir des atrocités du régime du président syrien Bachar al-Assad. Et puis, un représentant de la Guinée équatoriale devant la Cour internationale de justice accuse la France de s'être comportée de manière arbitraire et discriminatoire. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Washington sur VOA Afrique, voici les titres de cette seconde partie de votre journal. Nous irons au Mali à la découverte d'Agrotechnique, la première serre entièrement automatisée du pays, un modèle agricole qui contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la création de nouveaux emplois. Une page musicale dans cette partie magazine, rencontre entre les pygmées de la tribu Aka et les souffleurs de Broto. Ça se passe en RCA sous l'égide du musicologue franco-algérien Kamel Zeskri. All-Star Game, Basketball Africa League, Basketball Without Border Global Camp. Ce fut un week-end de pur basket à Chicago, ici aux États-Unis. Yacouba Ouedraogo était sur place. Les stars actuelles de la NBA, dont le Camerounais des Toronto Raptors. Hausse des températures, précipitations irrégulières, désertification rampante, autant de raisons qui ont poussé Amadou Sidibé à lancer en 2011 Agrotechnique, la première serre entièrement automatisée du Mali. En plus de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans un pays instable, l'entreprise crée des emplois. Salwa Jafari nous propose une visite guidée pour découvrir ce modèle agricole. Dans les serres automatisées d'Amadou Sidibé, les fraises poussent à longueur d'année. Un petit miracle dans un pays où le changement climatique menace environ 80% de la population et où l'agriculture représente 35% du PIB. Contrôlée par l'intelligence artificielle, cette serre est la première du genre au Mali. Je me souviens quand je suis entrée ici pour la première fois, ce n'était pas pareil. J'étais restée bouche bée face à toutes ces choses et petit à petit, je me suis familiarisée et voilà, je m'occupe des tomates. La serre est une idée originale de l'architecte malien Amadou Sidibé qui cherche aujourd'hui à agrandir son exploitation de 1 à 10 hectares à 40 km de la capitale Bamako. Il a eu l'idée de construire une serre après avoir visité Israël, où le climat est similaire à celui du Mali. Sidibé affirme que contrôler l'eau est la clé qui permettra de vaincre le changement climatique. Ce petit ordinateur, bijou de technologie, se charge de l'irrigation de toute la ferme. Ça contrôle les quantités d'eau à donner à chaque plante. Et Dieu sait que dans cette ferme, on a plus de 40 000 plants. Et donc cet ordinateur se charge de donner la même quantité d'eau à toutes les plantes, la même quantité d'engrais. Sidibé Agrotechnique forme des futurs agriculteurs à ce nouveau modèle et partage son expertise avec une main-d'œuvre avide de nouvelles connaissances. L'intelligence artificielle, c'est l'avenir, dit Sidibé. Cet architecte qui a conçu le monument de l'indépendance à Bamako ajoute que si rien n'est fait contre le changement climatique, l'Afrique ne pourra plus nourrir ses enfants. Nous retrouvons tout de suite Yacouba Ouedraogo et c'est pour parler de sport. Au menu, le basketball. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, ce fut un week-end de pur basket ici aux États-Unis. Le 69e All-Star Game a été remporté hier à Chicago par l'équipe de LeBron James, 157 à 155. Contre-passage en force, faute lancée, contestation passionnée auprès des arbitres. Aucune des deux sélections des meilleurs joueurs de la NBA ne voulait céder au programme. Le sacre pour Tim LeBron, mais aussi un hommage vibrant à Kobe Bryant. Une enveloppe de $300 000 a été offerte par la NBA à l'association caritative choisie par l'équipe gagnante. Finalement, LeBron James, James Harden et autres sont allés chercher les points de la victoire, définitivement acquise sur un lancer d'Anthony Davis, auteur de 30 points en 20 minutes seulement de jeu. Eh bien, l'ailier des Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, a reçu le trophée du meilleur joueur du match qui porte désormais le nom de Kobe Bryant. Le Français Rudy Gobert a pris part au All-Star Game pour la première fois. Il a perdu avec son équipe, mais l'essentiel pour lui, c'était de participer. On le suit. Je pense que ça a été une grande réussite, que ce soit pour les maillots ou la présentation avant le match, ou même le format avec les 24 points à la fin. Je pense que c'était vraiment top.
Kobe nous a tous inspirés, juste par son approche, sa mentalité, sa détermination, son éthique de travail. Je pense que dans notre génération, en grandissant en jouant au basket, on a tous voulu essayer d'avoir cette éthique de travail et ce drive pour gagner. Et je pense que Kobe l'inspirait vraiment. Et puis comme chaque année, Chicago a aussi accueilli le déjeuner annuel de la NBA Africa en marge de l'All-Star Game Weekend 2020, une occasion pour la NBA et la FIBA de dévoiler les 12 clubs et les maillots officiels de la Basketball Africa League, la première ligue professionnelle créée par la Ligue nord-américaine en dehors des États-Unis et du Canada. J'y étais pour vous. Voici mon compte rendu. C'est désormais une réalité. L'Afrique a sa ligue professionnelle. Et pour lancer ce nouveau joyau de la NBA sur le continent, la crème de la balle au panier a tenu à assister à cet instant historique. Dirigeants, anciennes et actuelles gloires du basket l'ont tous reconnu. Il est temps pour le continent d'abriter sa propre ligue professionnelle. Nous avons lancé la NBA Africa avec notre bureau à Johannesburg, mais notre implication en Afrique date de bien avant cela. De cette période à nos jours, nous avons 40 joueurs en NBA qui sont nés en Afrique ou qui sont de la première génération d'Africains. C'est incroyable. Un intérêt pour le continent qui a grandi et abouti à la création de cette ligue professionnelle de basketball. Les équipes qui participeront à cette saison inaugurale ont été présentées, de même que leurs maillots et équipements sponsorisés par Nike et Jordan Brand. Pour un début, la balle a mis les moyens pour s'assurer de la suivi du projet. Pour démontrer à quel point nous croyons à ce projet et à quel point nous croyons à notre opportunité en Afrique, nous allons investir lourdement au début pour nous assurer que les équipes aient les possibilités qu'il faut pour participer à cette saison inaugurale et au-delà. Une chance donnée par la NBA aux générations actuelles grâce aux efforts de leurs dévanciers. À travers ces compétitions, ces jeunes auront des idoles, des exemples qu'ils pourront suivre et se dire « moi aussi je peux le faire ». Ce n'est pas seulement aux États-Unis, mais ici chez nous-mêmes on peut le faire. D'abord c'est une fierté et je suis vraiment content parce qu'on a travaillé sur ça. Et pour nous, c'est une très très grande opportunité de s'affirmer. Après tous les efforts fournis à travers les joueurs africains en Amérique, il était temps pour nous maintenant d'être autonomes, de s'assumer. Voilà pourquoi cette ligue, elle est vraiment bien. Les champions des ligues nationales de l'Angola, d'Égypte, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie se sont qualifiés d'office pour la saison inaugurale. Les 6 autres équipes viennent d'Algérie, du Cameroun, de Madagascar, du Mali, du Mozambique et du Rwanda. Les clubs ont été divisés en 2 conférences de 6 chacune. Le Caire, Dakar, Lagos, Luanda, Monastir et Salé accueilleront les rencontres. Les premiers matchs auront lieu à Dakar au Sénégal donc le 13 mars prochain. À marge de ce week-end des All-Star Games qui s'est tenu la 6e édition du Basketball Without Borders Global Camp. Entendez, camp de basket sans frontières, un rendez-vous annuel qui réunit les meilleurs espoirs de la balle au panier dans la ville où se jouent les All-Star Games. Chicago a donc accueilli les 64 jeunes garçons et filles qui ont bénéficié de 3 jours d'encadrement fait par des anciens de la NBA et des coachs d'élite. Reportage. Dribbler, attaquer, défendre, progresser avec ou sans ballon, shooter. Ces 64 garçons et filles âgés de 16 à 18 ans et originaires de 34 pays ont étoffé leur connaissance du basket en l'espace de 72 heures sous les yeux attentifs des représentants des 30 équipes de la NBA. Ils sont différents de par leurs origines diverses, mais parlent un langage commun, celui de la balle au panier. Ce camp est une grande opportunité pour acquérir des connaissances auprès des coachs de la NBA. Nous commençons à développer des aptitudes individuelles, puis comment progresser et jouer ensemble, attaquer ensemble de différentes manières. Encadrés par des anciennes gloires du basketball, mais aussi par des stars montantes de la NBA, tels Pascal Siakam, le Camerounais des Toronto Raptors, ces jeunes garçons et jeunes filles rêvent d'évoluer en NBA, mais ils le savent très bien, cela passe par un travail acharné, comme ils l'ont si bien appris ici à cette 6e édition de la Basketball Without Borders Global Camp. Parmi ces 64 basketteurs, 10 garçons et 4 filles sont du continent africain. We're really excited here to see many of our African athletes from our NBA academy in Africa
Nous avons hâte de voir nos jeunes joueurs de l'Académie de la NBA en Afrique atteindre le haut niveau. Des garçons comme Yasser de l'Égypte qui travaillent dur, Ali Yibi du Nigeria qui a été MVP l'été dernier, Babacar Faye du Sénégal. Le Sénégal, justement, qui va abriter la saison inaugurale de la Basketball Africa League. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Merci Yacouba. Du sport à la culture, il n'y a qu'un pas et nous le franchissons avec une question. Connaissez-vous les trompes des brotos? Ce sont des instruments de musique traditionnels que l'on retrouve dans la ville de Bambari en République centrafricaine. Imaginez une rencontre entre les pygmées de la tribu Aka et les souffleurs de Broto. C'est le pari réussi du musicologue franco-algérien Kamel Zekri qui s'est rendu en Centrafrique. Sandrine Api nous amène dans les coulisses de la préparation de son concert prévu au mois de mai prochain. Les trompes de Broto, leur grandement sourd et épais associés au chant des pygmées Aka, encore appelé chant polyphonique des pygmées Aka, et qui depuis 2003 font partie de l'héritage culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, c'est le défi que s'est lancé Kamel Zekri, musicien et musicologue franco-algérien, pour la sortie de son nouvel album intitulé Polyphonie, Polyfolie. Une résidence d'une semaine organisée par l'Alliance française de Bangui a permis la création de 12 titres à découvrir dans quelques mois. Arriver à faire un projet de qualité avec les Ngo Broto, oui, ça a marché. Avec les Pygmées Aka, oui, ça a marché aussi. Mais les deux ensemble, forcément, il y avait une grande part d'inconnu qui étaient les questions de rythme, les questions de mélodie, les questions de cycle de danse, les questions de toutes les technicités de la musique en tout cas se posent, même s'ils sont du même pays, mais ils ont quand même des techniques très différentes. Donc là, on a travaillé sur l'écoute déjà de chaque groupe. Chacun est présent, écoute la musique de l'autre jusqu'au moment où on a commencé à travailler sur des projets, un projet musical commun. Bien que ce soit la première fois que les deux groupes musicaux se produiront ensemble sur scène, cette collaboration artistique avec Kamel Zekri date de plus d'une vingtaine d'années. Cela fait longtemps que nous connaissons Kamel, depuis 2001. Nous avons eu à voyager ensemble. Nous sommes allés dans son pays, en Algérie et en Normandie. Puis, il y a eu des événements tragiques dans notre pays. Mais nous avons pu faire beaucoup de tournées. Polyphonie, Polyfolie, c'est la rencontre de deux grands patrimoines musicaux importants en Centrafrique. D'un côté, la polyphonie vocale des Pygmées et de l'autre, la polyphonie instrumentale portée par les souffleurs de Broto. Un projet musical qui participera au rayonnement artistique du pays sur le plan national et international, des concerts étant prévus dans les villes centrafricaines et en France à partir du mois de mai prochain. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi et bonsoir.